Lundi 31 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle des semaines pour de nouvelles informations sur Viva Événements. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. Aucune île ni autre terrain n'a été vendu aux étrangers selon le ministre de l'Aménagement, du Territoire et des Services fonciers face aux diverses rumeurs qui circulent concernant la petite île de Kismani. Ce n'est pas dans la politique de l'État actuel de vendre une partie du pays selon les explications. Cela est également contraire à la loi. Les entrepreneurs étrangers peuvent uniquement procéder à des locations à travers des bails, d'après toujours les précisions du ministre. Reportage de Cécile Vincent, Indiana et Annena Martina. C'est un terrain à Malagas et restera un bien de Madagascar. Il s'agit de l'île Kismani, qui est une petite île non loin de Nousbé, dans la région d'Iana. La loi malgache interdit la vente de terrains aux étrangers. De plus, les dirigeants actuels sont très stricts face à ces biens malagasy. De ce fait, l'État malagasy ne vendra jamais l'île de Kismani, selon le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers, face aux rumeurs véhiculées par quelques minorités sur les réseaux sociaux depuis quelque temps. La location de terrain se fait à travers un bail amphithéotique ou autre, et c'est le seul droit des opérateurs étrangers dans le pays. C'est une façon de faire permise par la loi sur l'investissement à Madagascar depuis toujours. Seule une partie de terrain est louée et le but est que les Malagasy puissent jouir des intérêts du projet qui sera établi durant l'utilisation du terrain. Selon les sources, une surface de 80 ar 90 centiares fait l'objet d'une location sur cette île de Kismani, une surface qui ne mesure même pas 1 hectare. La préfecture d'Ambins de la région d'Iana a le pouvoir de faire louer le terrain et les documents ne doivent pas forcément passer par le ministère de tutelle. Lancez que ce sont des bungalows et un restaurant pour la promotion du tourisme dans la partie nord de la grande île qui seront construits par l'entrepreneur au sein de l'île de Kismani. Et puisqu'on a parlé de tourisme, 1000 touristes par semaine débarquent à Nousbé selon le rapport de l'Office du tourisme local. L'augmentation de la fréquence des vols contribue à cette hausse. En effet, 6 vols par semaine atterrissent à Nousbé. Fin d'essai d'Amireille, nous en dit plus. 60% des touristes qui viennent à Nousbé sont malgaches. Le tourisme s'est relevé à Nousbé après la crise du Covid-19 qui a duré plus de 2 ans. Les hôtels commencent également à être pleins. À part les Malagasy, les étrangers commencent également à arriver à Nousbé grâce à l'existence de 6 vols par semaine. La compagnie Ethiopian Airlines enregistre les vols les plus fréquents avec 4 vols par semaine. La compagnie Airlink dessert également Nousbé ainsi que le Polish Airlines qui relie Varsovie et Nousbé. Pour cette semaine, grâce au festival Somaro, le nombre de touristes devrait augmenter. Et dans l'actualité sociale, la facilitation de l'acquisition des logements sociaux et des titres fonciers pour le peuple malagasy se poursuit actuellement à travers le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. C'est au tour de la population d'Antirabé de bénéficier de 78 logements et de 100 parcelles de terrain en fin de semaine à travers un tirage au sort des logements qui s'acquièrent à travers le système de vente-location. Si les parcelles de terrain sont octroyées à travers le système d'autoconstruction par les bénéficiaires selon un plan établi par l'État. Reportage sur les images de Viva Antirabé, Jameson, Hanjian Armadan. Plus de 1000 personnes se sont inscrites pour bénéficier de logements sociaux et de terrains à travers le projet Un titre, un logement à Antirabé. Selon les objectifs mis en place par l'État à travers le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, divers projets ont été initiés afin de faciliter l'acquisition de logements et de titres fonciers pour la population malagasy et parmi ceux-là, les logements qui ont fait l'objet de tirages à Antirabé. Si les logements sont situés dans le quartier de Vadfuts, les terrains sont situés à Ivwich Antirabé. Cette ville possède déjà un plan de logement bien défini et peu de gens y sont locataires. Néanmoins, la demande a été nombreuse, mais moins que les autres villes comme Thomas ou Antananarivo, selon le ministre. Au début, 40 logements ont été construits, mais au vu de la demande qui a atteint 500 pour les logements, 40 autres logements ont été construits. Sur les 80 logements construits, 2 seront utilisés comme bureaux de maintenance et de local technique. De ce fait, 78 logements ont été tirés au sort en fin de semaine. 100 parcelles de terrain ont également été tirées au sort dans la même occasion. Après Antirabé, l'équipe du secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat fera le tour des provinces pour le tirage au sort des logements, notamment à Nousbé, Mourdaf, Antsranen et Touamassen.
Quant au Lake Village IVAT, le tirage au sort se fera avant le 15 août. 4 milliards 500 millions d'ariars, tel est le montant de l'aide octroyée par le gouvernement japonais à la CENI à travers des matériels de transport aujourd'hui pour faire face aux échéances électorales dans le pays. Ces véhicules de 2 roues au nombre de 148 seront répartis dans toute la grande île et 10 voitures seront utilisées par le siège de la CENI. Le gouvernement japonais aspire à une élection propre, transparente et acceptée par tous, selon l'ambassadeur du Japon à Madagascar, Abe Koji. Reportage de Seenoura Nirlat. Afin d'améliorer les activités de la CENI et ses démembrements dans la préparation et le contrôle des élections, une somme de 4 milliards 500 millions d'ariars ont été octroyés par le gouvernement japonais à cette structure électorale aujourd'hui. Ce montant servira à acheter des véhicules de 2 roues au nombre de 148 et 10 voitures pour la CENI et ses démembrements. Une convention de partenariat a été signée aujourd'hui pour marquer la remise de ce chèque. Le gouvernement japonais aspire à la promotion de la démocratie dans le pays, selon son ambassadeur aujourd'hui. Que cette élection soit une élection propre, transparente, dans le calme et acceptée de tous, affirme Abe Koji, ambassadeur du Japon à Madagascar. Parlons à présent sport. L'équipe de FC Rouge de Savmaswanj a remporté le championnat de la première division pour la Ligue d'Analamanga de football. La finale s'est déroulée hier au stade de Bypass face à l'équipe de Sainte-Anne Bungatsar qui s'est donc inclinée sur le score de 3-1. L'équipe championne de la Ligue représentera Analamanga au championnat deuxième division ou D2 national. Le reportage d'Anzara Zonarville, Fredo Lantonirin et Adza Angianoudi. La finale du championnat de la Ligue d'Analamanga première division de football s'est déroulée hier au stade de Bypass. Le club Sainte-Anne Bungatsar y a affronté le FC Rouge de Savmaswanj. Le club de Sainte-Anne Bungatsar a été le premier à marquer lors de cette rencontre. En effet, à la 8e minute du jeu, ils ont ouvert le score suite à un corner du côté droit du terrain. Le score restait inchangé jusqu'à la mi-temps. Lors de la reprise, les joueurs du FC Rouge ont multiplié les attaques pour essayer d'égaliser, mais ce n'est qu'à la 90e minute qu'ils ont marqué. Avec le score de 1-1 à la fin du temps réglementaire, il a fallu procéder à une prolongation durant laquelle les joueurs du FC Rouge sont montés en puissance. Leurs efforts ont porté car ils ont marqué un deuxième but, puis un troisième, à travers un coup franc. L'équipe du FC Rouge a donc remporté la finale sur le score de 3-1. L'équipe du coach Roméo, les joueurs du club Sainte-Anne n'ont pas pu tenir tête jusqu'au bout. En revanche, les joueurs du FC Rouge ont su tenir compte et appliquer les consignes de leur coach. Ce sont eux donc qui vont participer au championnat de la deuxième division ou des deux nationales. Passons à présent aux actualités internationales. La junte militaire qui a pris le pouvoir la semaine dernière au Niger a arrêté des dirigeants politiques issus du gouvernement renversé alors que les appels à l'international se multiplient pour un retour à l'ordre démocratique. France 24 nous en dit plus. Ils ont été arrêtés cette nuit, on ne sait pas où ils sont exactement. Ce qu'on sait, c'est que d'autres ministres sont actuellement à l'étranger et que d'autres encore sont à l'abri dans des lieux sûrs, ici à Niamey, des lieux sûrs dont on ne peut pas divulguer l'emplacement pour des raisons de sécurité évidentes. Alors ces arrestations, elles sont peu étonnantes. Nous sommes dans un coup d'État. Arrêter les ministres de l'ancien régime semble être quelque chose de classique. En tout cas, nous verrons dans les jours à venir ce qu'il adviendra d'eux. Alors aujourd'hui, la situation s'est calmée. La ville a retrouvé son calme. Rien à voir avec ce qui s'est passé hier où effectivement toute la capitale a suivi ces milliers de personnes qui convergeaient vers l'ambassade de France. Ce qu'on peut dire sur le sentiment anti-français aujourd'hui à Niamey, c'est quand on parle avec les gens dans les manifestations, mais pas seulement, ceux qui sont aussi dans les rues avec qui on peut parler tous les jours et même avant le putsch, il y a deux choses qui reviennent principalement. La première chose, c'est évidemment l'opération Barkhane, l'opération militaire qui revient à chaque fois. Les Nigériens, en tout cas à Niamey, ne comprennent pas cette opération Barkhane qui pour eux n'a pas de résultat. Ils constatent que les groupes djihadistes sont toujours présents. Ils ont de la famille qui vivent sous le joug de ces groupes djihadistes. Et donc le constat pour eux est simple, si l'opération Barkhane ne fonctionne pas, alors ils doivent s'en aller. La deuxième chose qui revient
très régulièrement quand on discute avec les Nigériens, c'est ce qu'ils appellent la prédation économique. Les Nigériens savent qu'ils ont un sous-sol qui est riche en minéraux, en uranium, en or, et depuis peu, il y a du pétrole au Niger. Et ils dressent un constat qui est simple, encore une fois, on a un des pays qui est le plus riche, qui a le sous-sol le plus riche. Pourquoi sommes-nous encore aussi pauvres? Et la réponse, elle est toute trouvée, c'est qu'il y a une prédation des entreprises françaises, et en premier lieu, Orano, anciennement appelé Areva. Voilà, pour vous résumer un petit peu ce qu'on entend quand on discute avec les Nigériens. Simplement une chose peut-être à préciser, deux choses peut-être à préciser. La première, c'est que de façon assez générale, si les Nigériens sont très en colère contre la politique extérieure de la France, la plupart d'entre eux sont très courtois et très respectueux des personnes françaises. On ne n'est pas inquiété personnellement en tant que Français. La deuxième chose, c'est que Niamey est une ville particulière au Niger. C'est une ville qui est traditionnellement une ville d'opposition. Et donc, ce qui se passe à Niamey n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe ailleurs dans le pays. Et au moins 44 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées dans un attentat suicide dimanche dans le nord-ouest du Pakistan lors d'un rassemblement d'un parti islamique radical. France 24. Des blessés ensanglantés qui arrivent les uns après les autres devant cet hôpital de Peshawar au Pakistan dans la nuit de dimanche à lundi. Un peu plus tôt, des centaines de personnes ont été blessées et plusieurs dizaines tuées par un attentat suicide dans la ville de Kar, près de la frontière afghane. 400 militants étaient réunis pour un meeting du parti islamiste Jamia Ulema Islam au moment de l'explosion. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, j'ai juste vu une étincelle et entendu une grosse détonation. J'étais assis près de la scène et nos dirigeants étaient près de la scène. Après l'explosion, j'ai vu des centaines de personnes allongées sur le sol et des gens qui ont commencé à tirer en l'air, beaucoup de tirs. Nous avons d'abord éloigné nos dirigeants de la scène. Voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas la première fois que ce parti allié au gouvernement pakistanais est visé par un attentat. Il y voit un lien avec les élections à venir en novembre. Les partisans de Jamia Ulema Islam ont peur, car ils sont particulièrement visés. Nous demandons au gouvernement actuel de mettre fin à ce type d'incident. Les attentats sont fréquents dans la région frontalière de l'Afghanistan, nombre d'entre eux étant attribués à la branche locale de l'organisation État islamique. Le TTP, groupe taliban pakistanais, a aussi été à l'origine d'attaques depuis la rupture de son cessez-le-feu avec le gouvernement en novembre, mais cette fois, il a condamné les faits. Et les douanes chinoises ont annoncé vendredi dernier qu'elles allaient interdire les importations de denrées alimentaires en provenance de 10 préfectures japonaises à la suite du projet de Tokyo de rejeter dans l'océan des eaux usées nucléaires traitées de la centrale de Fukushima. France 24 nous en dit plus. Voir les eaux de la centrale de Fukushima relâchées dans l'océan Pacifique, une perspective qui n'enchante pas du tout ces pêcheurs sud-coréens, réunis justement à Fukushima pour protester contre la décision du gouvernement japonais. Si les eaux contaminées sont vraiment sans danger, alors pourquoi ne pas les utiliser dans les piscines, pour l'eau potable ou pour l'irrigation agricole plutôt que les relâcher dans la mer? On travaillera de près avec les groupes de citoyens japonais afin de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher le relâchement de ces eaux contaminées. Les autorités japonaises expliquent qu'il n'y a pas de danger car les eaux seront traitées avant d'être relâchées puis diluées dans l'océan. Le gouvernement affirme que les réservoirs de stockage sont pleins et doivent être vidés dans le cadre du démantèlement de la centrale nucléaire. La plupart des scientifiques estiment que l'impact environnemental sera négligeable malgré la présence persistante en très faible quantité de tritium, une substance radioactive. D'autres s'inquiètent d'un manque de connaissances sur les effets à long terme de ces eaux sur les êtres vivants. À Tokyo, de nombreux Japonais sont aussi sceptiques sur ce rejet. Je suis contre le relâchement de ces eaux contaminées de la centrale nucléaire. Cela aura des conséquences sur les êtres humains via l'alimentation et sur d'autres espèces. Et cet impact deviendra mondial. Inquiétude aussi en Chine. Avant même que le rejet ne soit effectif, les autorités ont fortement restreint les importations de poissons depuis le Japon. De quoi compliquer la tâche de ce restaurateur japonais à Pékin. Le plus dur pour nous, c'est que nous ne pouvons plus acheter de poissons japonais. Car le passage de la douane chinoise prend trop de temps avec cette histoire de rejet d'eau radioactive. Les Japonais devaient débuter les rejets cet été, mais aucune date précise n'a encore été annoncée.
Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité, de votre attention. Très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.